Bonjour à tous, bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'accueillir aujourd'hui Didier Cahen. Didier Cahen va nous raconter certainement, mieux je ne vais le faire en quelques mots, qui il est et ce qu'il a fait et fait. Je pourrais dire que, à part ton métier officiel, d'être directeur culturel du lycée privé Sainte-Geneviève de Versailles, vous savez peut-être tous que c'est le fameux Ginette. Fameux, peut-être pas pour les plus jeunes maintenant, je ne sais pas. En tout cas, c'est l'établissement de classe préparatoire aux grandes écoles. Nous sommes, nous sommes les rivaux de H4 et de Louis-le-Grand, Polytechnique, Centrale et HEC. Voilà. Mais nous sommes jésuites et privés. Donc vous voyez que la rivalité est une rivalité dure, et pas une rivalité souple. Voilà. Et donc, à part cette définition professionnelle elle n'évoque pas directement pour nous ce qu'est ton activité principale depuis toujours, en tout cas aussi loin que je connaisse, puisque nous nous connaissons depuis fort longtemps, trentaine d'années, peut-être même plus de 30 ans. Donc toute ton activité tourne autour de la poésie et ou de la philosophie, ou de la philosophie dans son rapport à la poésie. Tu as notamment beaucoup écrit sur Léon Jabbès, alors tu as eu la générosité d'apporter tes livres qu'on va pouvoir faire circuler. Et tu as écrit aussi en 2001 un livre qui s'appelle Qui a peur de la littérature. Et dernier aussi qui s'appelle À livre ouvert, dont tu nous as envoyé un chapitre, la poésie. Avant de te donner la parole, je dirais que la raison, outre ce désir de dialoguer avec un poète, et quelqu'un qui pense la poésie aussi, la raison qui m'a donné le désir d'inviter à venir nous rencontrer, et même plus qu'un désir, avec l'idée qu'il s'agissait d'une sorte de nécessité, c'est la rubrique très singulière que tu tiens dans le monde des livres et qui s'intitule Transpoésie. Nous essayons en effet de rassembler toutes les activités de traduction, de passage, de pont, alors toutes celles qui s'appellent trans attirent encore plus bien sûr notre attention, alors surtout transpoésie, afin de nous demander s'il y a une raison ou plusieurs raisons dans l'air du temps, en somme, qui consisteraient à se recommander de telle démarche. Et je vais peut-être tout simplement... Tu vas en lire les transpoésies? Oui, des transpoésies, j'en ai. Alors je vais peut-être en lire deux. J'en parlerai. Ah, merci. J'en parlerai pour les pages. Mais j'en dis que je n'ai pas le numéro des pages. Alors, moi, je vais essayer de faire ça rapidement. J'ai appris les titres. En voilà un qui s'appelle Tirs à blanc. Alors chacun est précédé de la même phrase qui explique le projet. 3 livres de poésie, on vit avec et on choisit des vers. On se laisse porter, on tresse alors les œuvres pour composer un tout nouveau poème. Il s'agit donc de choisir quelques vers dans chacun des 3 recueils et de ces quelques vers de faire un nouveau poème. Donc je lis, Tirs à blanc. Me voici assise à table avec les ennemis de mes ancêtres. Je hoche la tête et salue avec circonspection. Mieux vaut tenir ma langue, mieux vaut apprendre ma place, lever mon verre de sang, tenter de dire la grâce. Alors de refermer le livre sur le désert, rien ne m'étouffe plus qu'un salopard qui ne craint pas le feu de la vengeance. Et ensuite, Didier Cahen donc développe de 3 lignes, plutôt présente en 3 lignes, chacun des recueils auxquels ces vers ont été empruntés. Je lis, élevé dans un township de la banlieue du Cap, Ronelda Kampfer, née en 1981, dénonce les scories d'apartheid, inspirée par Derek Walcott,
et par le chanteur Bruce Springsteen. Sa poésie impose avec une franchise insolente la belle santé de sa rébellion. Deuxième, alors je ne vais peut-être pas lire, mais simplement signaler que le deuxième est de Leonard Cohen et que le troisième est de Salah Al-Hamdani. Voilà, j'avais envie d'en lire encore un pour donner vraiment une idée à tout le monde. Qui s'appelle tout simplement Imagine un livre, un petit livre dont les mots seraient recouverts un par un de tout petits cailloux. C'est un petit peu une allusion à un des objets transitionnels cités par Barthes et comparé au texte littéraire, c'est les petits cailloux. Barthes aime beaucoup parler du texte littéraire comme objet transitionnel sous la métaphore du petit caillou. Voilà pourquoi j'ai choisi aussi celui-ci. Donc je reprends, imagine un livre, un petit livre dont les mots seraient recouverts un par un de tout petit caillou. La tête inspire en premier le sens aux mots, le corps s'efforce de suivre la pensée, de répéter les gestes, de renforcer les muscles. Déjà captif de la page, le poème trébuche, rejette la fixité de l'absence, s'enlise dans la danse illusoire d'un nuage. Donc là, il s'agit d'un recueil de Rachel Duplessis, né en 1941, d'un autre de... Je ne vais pas savoir la lire, Maria. Moi non plus, probablement. Oui, Ferencvářová, oui, effectivement, c'est une Slovaque. Et le dernier, Émile Trouillot. Émile Trouillot, voilà. Tout simple. Qui est haïtienne. Comme son nom, c'est pas forcément très bien. Ben, merci beaucoup Hélène pour cette invitation qui me touche. Merci à tous d'être là. J'ai essayé de rendre ce moment agréable et vivant. Je crois que c'est la première fois que je viens parler non, c'est la deuxième fois que je viens parler à la Sorbonne. Je crois que la première fois c'était lors des États généraux de la philosophie en 1700 et poussière, hein, voilà. J'ai fait partie de ceux qui ont essayé de sauter sur ceux qui assaillaient Derrida. Il y avait Bernard-Henri Lévy qui n'était pas le seul. Donc voilà, il reste quelques témoignages sur cette période. Donc j'étais déjà un peu trans puisque, en un mot, j'ai une vie un petit peu spéciale puisque en vérité j'ai fait des études d'économie dans une grande école de commerce, tout simplement. J'ai été longtemps professeur d'économie, ce qui m'a amené ensuite à rentrer à Sainte-Geneviève comme ça, et puis à devenir directeur culturel de cette nouvelle institution. Et en même temps, c'est vrai, c'est pas dans une école de commerce que j'ai rencontré Hélène, hein, clairement pas. Si vous aviez des doutes. Si vous avez des doutes sur sa moralité, je vous rassure. Non, je ne pense pas qu'elle ait jamais mis les pieds dans une école de commerce. Hein. Voilà. Et donc, je m'intéressais déjà à la littérature et à la philosophie sur un mode un peu trans, je ne sais quoi, hein, difficile à définir. Mais en tout cas, là où on touche déjà à du trans, c'était certainement dans un espace qui est situé entre littérature et philosophie. Et on peut finalement assez facilement situer un des pôles, le pôle philosophique, c'est Derrida, et un autre pôle, le pôle littérature, c'est Jabès, pour faire simple, Paul Celan, qui sont des poètes qui nous sont chers, et dont je dirai un mot tout à l'heure. Voilà. Donc, j'ai travaillé effectivement dans l'institution avec une cravate et une veste, même si j'ai un peu tombé la veste, je me suis autorisé à tomber la veste là, pour reprendre mes oripeaux de poète. Et en même temps, donc, j'ai toujours écrit, publié, heureusement un peu quand même, sans trop de difficultés, ou parfois avec difficulté, d'ailleurs les deux sont vrais. J'ai travaillé assez longtemps à France Culture en vérité aussi, comme producteur d'émissions. Je produisais des émissions souvent sur la littérature et la philosophie, mais pas seulement. J'ai travaillé une émission qui était assez merveilleuse dans les années 80. Ils sont tous très jeunes, hein, donc évidemment, j'étais en train de faire de l'archéologie pour commencer. Une émission qui s'appelait Les Nuits magnétiques, hein, qui était le bébé d'Alain Weinstein qui continue à officier tard le soir, et surtout de Laurent Adler, enfin pas surtout, d'abord d'Alain Weinstein et ensuite de Laurent Adler. J'ai fait beaucoup d'émissions comme ça qui portaient sur des choses, l'air du temps, et qui partaient dans beaucoup de directions. J'ai fait aussi d'autres émissions comme Bon Plaisir avec des poètes comme André Dupouchet, ça c'est un souvenir merveilleux. C'est mon grand titre du mois. J'ai fait Le Bon Plaisir de Derrida, 3 heures avec Derrida, et
quand je dis que c'est mon titre de gloire, j'étais le premier à convaincre Derrida de parler à la radio. Voilà, hein, c'est pas si mal ça. Hein. Au moins, j'espère qu'à mes obsèques, on pourra dire que Didier Cahen a été le premier qui a convaincu Derrida de parler en public à la radio. Il m'a fait l'extrême gentillesse et la grande joie de... Voilà, ça c'était en 86. Enfin, tout ça pour dire que le trans est relativement familier, même si, évidemment, il va falloir que je dise un tout petit peu mieux et autrement comment je le vis. Je dirais que c'est pas tant une pratique finalement pour moi qu'une expérience, c'est une expérience qui touche donc, en tout cas c'est ce que je vais essayer de dire maintenant, à la poésie d'un côté, telle que je l'écris, et puis à Transpoésie du monde qu'Hélène a présenté. Alors, l'idée générale que j'ai du trans, que je partage avec vous, je pense qu'elle est consonante, j'espère, avec vos travaux en général. Je dirais que le trans, je le vois comme évidemment un rapport ou en rapport avec des dehors, des altérités d'autres domaines. Donc, il introduit de ce point de vue-là, évidemment, une traversée. Et puis, le trans, c'est aussi, je l'entends aussi comme un entre, donc dans la communication entre les domaines, dans les relations entre les domaines de savoir, par exemple. Et j'en tire comme conséquence immédiate la nécessité de croiser des pratiques, de viser ou appeler peut-être l'inconnu, c'est un mot difficile, en tout cas ce qui d'une façon ou d'une autre me dépasse, mais ce qui me semble essentiel, en tout cas dans mon expérience, c'est d'organiser les transitions, pas de saut dans l'inconnu, pas de relation immédiate à un dehors, pas de transcendance qui soit sans que la transition soit négociée, je dirais, d'une certaine manière, nommée. Rien de pire dans tous les travaux, par exemple, d'une certaine post-modernité, il n'y a rien qui me hérisse plus que les transitions qui n'en sont pas, qui sont des mélanges, où la gratuité l'emporte, l'artificialité l'emporte. Je pense qu'un trans qui ne s'accompagne pas par des transitions, précisément, est un trans qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Donc c'est en tout cas pour moi quelque chose d'important, et je crois connaître un tout petit peu quand même l'esprit dans lequel travailler, l'espace qui est le vôtre, que de ce point de vue-là, on peut facilement se rejoindre. Alors après avoir défini très vite, et je dis quelques mots pour rappeler les questions, et pas plus, je pense que je vais parler d'un minute, une demi-heure, et qu'ensuite on va échanger. Le monde, le deuxième temps, donc le fameux transpoésie du monde. Ça fait, je crois, 2-3 ans maintenant qu'il existe. En vérité, tout ça s'est passé de manière, pour moi, assez incroyable. J'étais d'abord pigiste au monde des livres, tout simplement parce que je connaissais Patrick Guéchichian, la gentillesse, qui a toujours cette gentillesse extrême de s'intéresser à mon travail. Et puis on est devenu amis comme ça se passe parfois quand le rapport au travail, la proximité dans le travail correspond à autre chose. Et quand il a quitté le monde, ce qui s'est passé il y a peut-être 3 ans, je lui ai dit, écoute, j'ai l'impression qu'il n'y a plus grand monde pour parler de poésie maintenant que tu t'en vas, parce que c'était quand même lui qui, avant quiconque d'autre, parlait de poésie, même s'il n'était pas le seul, loin de là. Il y a encore d'autres gens qui parlent de poésie. Il m'a dit, écoute, pourquoi pas, et il a proposé mon nom à 2-3 personnes, que je peux nommer d'ailleurs, Raphaël Révol, qui était responsable du monde à l'époque, et à Jean Bienbeau, qui à l'époque était responsable des idées. Et puis ça s'est fait simplement, ils m'ont proposé de faire des piges, j'ai fait des piges assez régulièrement. Et puis tout d'un coup, j'ai eu cette idée qui, d'abord, était destinée à calmer une angoisse. Il n'y a rien de plus angoissant que de trouver des livres pour faire des piges, parce qu'on dit qu'il y a d'autres personnes qui veulent les faire, il y en a toujours 20 autres. Rien de plus angoissant que de se dire, quand on vous dit oui, qu'on a 10 minutes pour faire la pige, parce que les journalistes sont capables d'écrire des piges remarquables en 10 minutes, alors que moi, il me faut plutôt 10 heures ou 10 jours. Et donc, je me suis dit, ce serait bien de partir sur quelque chose d'un petit peu plus régulier. Et puis, j'avais envie de faire quelque chose autour de la poésie, puisque c'est quand même mon domaine privilégié. Et j'avais envie aussi de donner une autre idée de la poésie que celle qu'on a, non pas ici évidemment, mais peut-être dans le grand public. Et donc, un beau matin, j'ai pris mon mail et j'ai
écrit un petit mail à Birnbaum, qui était devenu entre-temps, qui venait d'être nommé directeur du Monde des Livres, donc il y a 3 ans, et je lui ai dit, voilà l'idée très simple, celle qu'Hélène a parfaitement exposée, donc on prend 3 poèmes, je prends 3 livres dans la production, je prends 3 vers, et ça, je vous dirai un petit peu comment je l'ai choisi, ou je ne dirai pas d'ailleurs, mais j'essaierai de le faire sentir. Je compose un poème qui est donc mon poème, je dis ça avec évidemment un tout petit peu de frayeur et d'angoisse, parce que c'est pas mon poème, puisqu'il est composé avec les vers des autres, mais enfin c'est pas mon poème, puisque je leur pique pour me les réapproprier, donc de ce point de vue-là c'est bien. Je l'assume en tout cas en tant que tel, hein, je ne le fais pas assumer aux autres, et puis il faudra bien quand même dire d'où ça vient, et donc je fais 3 très rapides présentations, puis pas beaucoup de place, hein, ça dépend un peu, c'est une fois par mois, c'est mensuel. Là aussi c'est moi qui ai défini le rythme d'ailleurs, parce que ça me semblait pas mal, avec l'idée qu'au moins on parlerait de 3 livres de poésie, il y aurait 3 livres de poésie qui trouveraient un petit peu de place dans le monde chaque mois, ce qui n'est pas si mal déjà, et c'est ce qui se passe, sachant qu'en plus il y a d'autres, Monique Pétillon en particulier évidemment, qui parlent, d'autres journalistes qui parlent des livres de poésie. Alors, quand ça s'est décidé en 24 heures, Birnbaum m'a dit bah, il faut trouver un nom pour la rubrique. J'en avais pas. Ou j'en avais un, si, j'en avais un en vérité. J'en avais un, mais qui était, je ne sais plus ce que c'était, qui était à consonance britannique. Il m'a dit c'est très bien, ça lui plaisait beaucoup. Et quand il a soumis ça à la rédaction, parce qu'il est démocrate et qu'il l'a soumis à la rédaction, il y a eu des hauts cris en disant on ne va pas commencer à coller un titre de rubrique en anglais dans le monde. C'est pas chaud, mais enfin ça devait être un peu comme ça. Non, c'était plus sérieux, mais pas beaucoup plus sérieux. Et donc, il m'a dit, Didier, d'ici après-demain, parce que la première, c'est la semaine prochaine, hein, et donc d'ici après-demain, il faut un nom. J'étais complètement affolé, hein, vraiment, et donc j'ai envoyé un mail à une quinzaine de copains, en leur disant, voilà le problème, il me faut un nom. Et, bon, ça n'a pas un intérêt fulgurant ce que je raconte, mais quand même, c'est assez intéressant pour voir la résonance du trans. J'ai 2 amis, j'ai 7-8 amis sur les 10 qui m'ont répondu, très gentiment, avec des propositions qui pour certaines étaient géniales et d'autres sans aucun intérêt, et il y en a 2 qui m'ont fait la même proposition qui était transpoésie. Et, donc c'est pas moi l'auteur, là, même ça, pourquoi ça m'a plu, et ça a plu à Birnbaum tout de suite, pourquoi est-ce que ça nous a plu? Moi, il y a 2 choses là-dedans qui résonnent immédiatement avec moi. C'est transpoésie par rapport, je dirais, à une idée classique de la poésie, qui me semble très respectable, mais qui rend souvent mal compte de ce qui se fait, de ce qui se pense, de ce qui se propose à l'heure actuelle au nom de la poésie, donc j'essaierai de dire un peu plus tout à l'heure. En tout cas, qui rend mal compte de tout un travail, je dirais, sur et avec la langue, ou à l'intérieur de la langue, et qu'on nomme probablement par défaut poésie maintenant, et je pensais que c'était intéressant pour un grand public, hein, c'est aussi évidemment l'idée du grand public qui m'intéresse, déjà à la fois de marquer la poésie en tant que telle, de la marquer dans un rapport transgressif à elle-même, je dirais, ou par rapport en tout cas à une idée très conventionnelle qu'on peut en avoir, et en même temps à assumer dans une rubrique de poésie du monde que la poésie n'était pas forcément ce qu'on attend ou ce qu'on entend d'habitude sous le nom de poésie. Bon, donc l'idée d'ailleurs était donc d'aller voir un peu vers les marges de la poésie, vers les bords de la poésie, mais c'est aussi un peu d'ailleurs ce qui m'a aidé à vendre à Birnbaum, mais qui était acheteur tout de suite, dans une sortie vers le quotidien. Autrement dit, ce qui était important, et après tout c'est très bien quand tu as lu tout simplement Hélène, je crois qu'on entend bien, à travers en particulier la première, la poétude africaine, que c'est vraiment une poésie qui est très tournée vers le quotidien. C'est le cas de Leonard Cohen, que j'aime pas, et qui fait une poésie, à mon avis, très médiocre. C'est un chanteur tout à fait respectable, hein, mais bon, j'ai d'ailleurs, moi, beaucoup de comptes à régler sur cette idée que la chanson, peut-être, de la poésie, c'est quelque chose avec lequel je suis pas du tout d'accord, parler éventuellement. En tout cas, donc, la première idée du trans, c'était une poésie, je dirais, qui résonne avec le trans, justement. Et c'est pour ça que ça pouvait facilement s'appeler transpoésie. Voilà. Est-ce que je vais m'arrêter là-dessus? Non, peut-être pas pour l'instant. La deuxième idée, donc, évidemment, quand on a choisi
viennent d'espaces qui sont extrêmement diversifiés. Et ça, c'est une règle pour moi, qui est une règle, je dirais, presque déontologique. À partir du moment où on présente de la poésie dans un journal comme Le Monde, évidemment, je fais abstraction de mes préférences, de ma singularité et des petites chapelles auxquelles j'essaie de ne pas appartenir, mais mon petit travail poétique dont je parlerai, dont je dirai un petit peu après, évidemment, est immédiatement associé à, ne serait-ce que Capes, mais pour prendre des gens plus modernes, plus dans la modernité, ou des gens comme Vivant, Antoine Aimaz, c'est quelqu'un que j'aime bien, par exemple, Emmanuel Ocard, peintre, Chauvenou, sont des gens qui c'est vrai, ont 60-70 ans probablement, moins d'intérêt pour ce qui se fait peut-être en ce moment, même si j'ai beaucoup de respect pour un Philippe Beck, par exemple, j'ai des difficultés et du respect. Bon, en tout cas, le principe et la règle pour moi, c'était de couvrir au maximum le champ de la poésie, c'est-à-dire aucune distinction d'époque. Il m'est arrivé, j'ai un transpoésie où il y a La Fontaine, j'ai eu Rimbaud, il y a des poètes morts dans l'histoire, à condition qu'il y ait une actualité minimale, parce que c'est quand même un journal qui présente des livres qui sortent. Donc, La Fontaine, il y a fait une petite réédition dans une collection pour enfants de textes de La Fontaine. J'ai sauté sur l'occasion, et donc j'ai mis La Fontaine, et encore une fois, un Rimbaud aussi, rééditions qui sont classiques, etc. Donc, ça peut être des auteurs classiques, morts. Évidemment, poésie étrangère, ça c'était pour moi une contrainte que je me fixais. Poésie française en essayant d'être extrêmement éclectique là aussi, et surtout en m'efforçant d'être attentif à ce que je n'aime pas. Quand je dis ce que je n'aime pas dans la poésie, parce qu'il y a des choses que je n'aime pas, je n'ai pas beaucoup d'affinité avec le lyrisme en général. Je suis dans une poésie probablement plus dure, une poésie plus aride, une poésie plus attirée vers le blanc, même si j'en ai ras-le-bol de ces histoires de blanc, mais enfin bon. En tout cas, une poésie qui est plus dans un travail syntaxique que dans l'immédiateté du sens et de l'exposition du moi, ou dans un lyrisme de l'expansion, ou de l'extension du moi. Voilà. Et il y en a un certain nombre quand même dans la rubrique, parce que d'abord, comme dans tout espace, il y a des gens extrêmement médiocres là-dedans. Et après, vous ne pouvez pas imaginer. Si vous imaginez très bien, il y a des choses là-dedans qui sont hallucinantes. Hein. Les poètes poétisants, alors là, ça existe, on en trouve autant qu'on veut, et qui publient des bouquins partout. Hein. Mais il y a dans les lyriques, évidemment, des gens tout à fait extraordinaires. Je n'ai pas une passion pour Philippe Delaveau, par exemple, pour les lyriques de Chigalima. Il y a Philippe Delaveau, il y a Jean-Pierre Lemaire, mais qui sont des gens qui sont évidemment qualité rare. Voilà. Alors, immédiatement, je me suis dit, il faut aussi que je m'intéresse à eux. L'idée dans tout ça, c'est de montrer qu'on peut, avec des poètes aussi différents, constituer finalement un poème homogène, au bout du compte. Alors quand je dis homogène, c'est vrai et c'est faux. J'ai pas envie, quand je crée mon petit poème, alors, très empiriquement, je lis pas mal, que ce soit pas mal de bouquins, j'en demande, je lis, et c'est exactement ce que je dis dans le petit avertissement que tu as publié, Hélène. Ça veut dire que j'essaye de vivre un peu avec les bouquins. Je ne peux pas dire extenso, hein, mais il y a des sondages, quand ça m'intéresse, évidemment, je lis in extenso. Et puis, quand il y a quelque chose qui me parle, et je crois d'ailleurs que le travail de poésie est un travail qui est très axé sur l'écoute et la parole, quand il y a quelque chose qui me parle, j'essaie de le garder présent dans un coin de la tête, je note un peu dans mon ordinateur évidemment, et j'essaye de vivre pendant un certain temps comme ça et de trouver d'autres livres qui peuvent avoir une résonance. Et encore une fois, j'essaye de les trouver dans un espace un peu éloigné. Et ensuite, ce qui m'intéresse, et j'en reviens à la transition, c'est non pas de constituer de l'homogène, mais constituer quelque chose où il y ait des transitions dans l'hétérogène. Et je crois que ces transitions dans l'hétérogène peuvent déboucher sur quelque chose qui sera, malgré tout, comment dire, recevable, audible, lisible, qui ne sera pas évidemment comparable à ce qui pourrait être écrit de la main d'un auteur, puisque ce n'est pas une main d'auteur qui l'écrit, c'est un œil d'auteur peut-être qui le lit, c'est une oreille d'auteur qui l'entend, et c'est un
geste d'auteur qui intervient, mais en tout cas, je crois, j'espère avoir démontré, après tout, cette rubrique vit depuis quelques temps, donc j'en ai quelques échos, il semblerait que ça permette effectivement de montrer quelque part qu'il peut y avoir ces transitions dans l'hétérogène qui fassent vivre ensemble des textes extrêmement différents. Même si évidemment ça n'a rien d'un cadavre exquis, et vous l'imaginez, ça demande un petit peu de travail et je ne vais pas puiser comme ça au petit bonheur la chance. Moi-même je découvre des choses tout à fait étonnantes. Il se trouve que j'ai travaillé un petit peu tout à l'heure avant de venir et puis je réfléchissais un petit peu à tout ça. Du coup j'ai pris des bouquins pour travailler en transpoésie de juin. Et bon, il y avait André Dubouché d'un côté, il y avait un philosophe psychanalyste qui publie chez Galilée, qui s'appelle Stéphane Sandral, très différent encore, et puis Ludwig de Groot, qui est un poète contemporain que j'aime beaucoup, qui publie un livre là étonnant sur la tauromachie chez Ficile, je crois, peu importe. Et je ne m'attendais absolument pas entre Dubouché et Sandral, par exemple. C'est vraiment Sandral, probablement vous ne connaissez pas parce que c'est quand même quelqu'un qui en est à son deuxième livre, mais qui fait une espèce de poésie, je dirais ontologique et en même temps terriblement surontologique. Tout est dans tu es, il est, etc. Ils sont des variations sur l'être avec des points de suspension. L'être est sûrement très suspendu. Et donc je me suis dit, jamais j'arriverai à trouver quelque chose qui consonne avec ça. Et tout d'un coup, il y a une parole de Dubouché, c'est le premier livre de Dubouché, le premier livre qu'il a écrit, qui vient de ressortir, qui s'appelle Sous couvercle, qui est un livre merveilleux, extraordinaire. Et il y avait quelque chose qui parlait du pas de Dubouché, de la démarche de Dubouché, et qui venait complètement consonner avec cette ontologie suspendue de Sandral. Voilà. Alors je ne sais pas ce que ça donnera, ce sont des notes de l'après-midi, mais en tout cas, dans cette transition dans l'hétérogène, il y a quelque chose qui peut fonctionner avec probablement des passages un peu imaginaires, mais il faut que les passages imaginaires soient audibles. C'est ça qui est... donc, il ne faut pas qu'ils soient artificiels, il faut que les textes, d'une certaine manière, les proposent. Bon, voilà ce que je pouvais dire très vite sur transpoésie. Très bavard, c'est pas très vite. Alors, ouais, on est jusqu'à quelle heure 8 heures, j'imagine, peut-être moins. 9 heures. Ah bon, alors ça va. Pas pour toi, parce que ah non, sinon je demanderai une deuxième bouteille de défiant. À 9h, 9h30, nous passons au vin. J'espère bien. Voilà. Bon, alors si je parle un petit peu de mes livres maintenant, on va dire de moi, enfin bon, oui, parce que je suis là pour ça, donc je vais le faire. Et en situant un petit peu les choses. Bon, je vous ai déjà dit que des auteurs qui avaient beaucoup compté pour moi dans mon parcours, c'est Jabès, Dubouché ou Paul Celan, pour citer trois noms évidemment que tout le monde connaît. J'aime beaucoup Antoine Imaz, qui est un grand poète contemporain, qu'on ne lit pas assez, mais qui a quand même été fidèle. Et pour situer un petit peu l'espace, je partirai de trois citations de Jabès, qui disent très bien les choses pour lui et pour moi. Première citation de Jabès qui est au début du livre des questions. Je n'ai pas besoin de resituer un tout petit peu Jabès, le livre des questions. Hein. Jabès, un mot. Alors les trois citations de Jabès qui me situent très modestement à la suite de Jabès, c'est tu es celui qui écrit et qui est écrit. Donc ça c'est l'exergue du livre des questions. Tu es celui qui écrit et qui est écrit. Et on verra effectivement tout au long des livres cette démarche. Alors il y a des récits, il y a dans le livre des questions l'aventure de Yukel qui est le double de Jabès, mais un double qui n'est pas tout à fait son double. Et donc il est en même temps l'écrivain qui tient la plume et celui qui, dans son altérité, sera écrit par le livre. Et d'ailleurs Jabès expliquait souvent que chaque livre qui vient dans la suite du premier livre des questions est écrit dans les manques, et dans les marges et dans les blancs du précédent. Chaque livre vient combler un manque, mais évidemment, quand il comble un manque, il vient ouvrir de nouveau des espaces et il assure les transitions, il ne les assure pas. Donc, première citation, tu es celui qui écrit et qui est écrit. La deuxième citation, c'est le début d'un poème de 1936 qui s'appelait L'étranger, avec un nom prémonitoire. Et les premiers vers, les 4 premiers vers de ce très beau poème sont très simples et restent pour moi une espèce de poteau d'angle, pour reprendre le titre de Michaud.
Je cherche un homme que je ne connais pas, mais qui jamais ne fut en lui-même que depuis que je le cherche. Je cherche un homme que je ne connais pas, mais qui jamais ne fut en lui-même que depuis que je le cherche. Ou ne fut en moi-même, je crois. Pardon. Il est repris d'un temps que je ne dis pas, je le connais pourtant par cœur, je vous dis, à un moment où à force de ressasser les choses, je suis à la recherche d'un homme que je ne connais pas, qui jamais ne fut en moi-même que depuis que je le cherche. Je suis à la recherche d'un homme que je ne connais pas, qui jamais ne fut en moi-même que depuis que je le cherche. Et une troisième citation de Clavès que j'ai mise en exergue de ce livre, qui est un poète d'aujourd'hui chez Séquès, malheureusement le dernier maintenant des poètes d'aujourd'hui, ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, mais à celui qui, comme toi, le cherche. Ne demande pas ton chemin à celui qui le connaît, mais à celui qui, comme toi, le cherche. Voilà. Alors, tiens, j'ai envie d'ailleurs de lire un poème de Jabès, parce que c'est un poème merveilleux, avec justement des transitions qui se font, qui ne se font pas. C'est un poème de jeunesse, donc qui précède de loin le livre des questions dont je parlais, mais c'est un tellement beau poème, plutôt que de m'entendre continuer à babasser, ça sera très belle transition. Ça s'appelle Soleilland. Un pays où les écriteaux ont des ondes n'entre pas qui veut, où les pierres sont hors des paupières ravagées de la terre, l'ombre y risque le matin. Les branches, combien de nœuds, de soif, de fruits les immobilisent depuis les racines. Un pays, une ville au bas d'un mur où des enfants jouent à traquer l'air, à crever les grands yeux bleus de l'air, où les filles soulèvent leurs robes d'eau de vie à minuit. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, que l'huile des croisées prolonge, que le quartz du soir tombant délimite, où les verrous sont des écrins de clés des songes sur lesquels tu écris ton nom, où l'eau coule entre les doigts lorsque fléchit la lampe. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit. L'univers y germe en fronde d'araignées, semelle de lynx. On entend la vie gonfler les veines du silence. Toute chose se tâte et se complète dans sa forme. Mon pays, mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit, un mort, qui circule quand tout se tait. Je ne t'ai jamais parlé de lui, mon frère, mon allié, seul à se souvenir, à égrener indéfiniment le chapelet glacé de l'âme. La douleur met le feu à l'ombre. Les tempes s'irisent à leur insu. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit, un mort, un toit. Cendrillon réveille des bracelets de fête dans le fleuve avec son pied nu. L'orchestre fait éclater des fèves d'orgie d'or autour des chevelures grisées. On tue comme on chante. Une fille a perdu sa traîne de myrtille de nonchalance et l'alouette de ses soucis. Les saisons dans les miroirs abattent leurs cartes truquées. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit, un mort, un toit, un collier. La faute n'est pas au voile d'arête qu'on écorche, ni à la perle réfugiée dans le grenier, le marin à la rime facile. Son ami exhibe des boucles de cornes de requin et une ceinture de lame de fan. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit, un mort, un toit, j'ai rendu le collier. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit, un mort, le toit s'est écroulé. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, un lit, le mort est enterré. Mon amour, un pays, une ville, une chambre, le lit était fait. Mon amour, un pays, une ville, la chambre est vide. Mon amour, un pays, quelle était cette ville? Mon amour, notre amour, sans pays. Alors, je crois qu'on pourrait longuement parler des transitions entre des
genre poétique, évidemment un rapport au lyrisme qui est très fort, et en même temps on sent déjà que Chavez prend ses distances avec le lyrisme. Je crois qu'on a une espèce de mal contrôlé, je suis complètement autodidacte, hein, il ne faut pas m'en vouloir, donc j'allais dire une espèce de métaphore, mais ça ne doit pas être une métaphore, donc je me corrige Hélène, de la structure du poème à travers la façon dont Mon amour, etc. se fait comme ça. Donc on pourrait sûrement le décrire avec un vocabulaire technique qui manque, et ce serait sûrement là aussi dans la construction, dans la déconstruction de ce poème, absolument passionnant. Voilà, donc à partir de là, et de ces citations et de cet espace, l'espace de Chavez, bon, puisque maintenant je parle un petit peu de mon travail, j'ai publié plusieurs livres de poésie, donc je dirais un petit mot, je dirais un petit extrait des deux derniers. L'avant-dernier est assez ancien en vérité, il reprenait des textes plus anciens, ça s'appelle Un monde en prose, provoqué, trans, aussi, là aussi, hein, un livre de poésie. Il y a un éditeur qui m'a renvoyé, il n'a pas ouvert, il m'a dit, écoute, parce que je le connaissais, il m'a dit, Un monde en prose pour un livre de poésie, j'aime pas qu'on se moque de moi, donc je l'ouvre ça. Voilà. J'aime bien ce genre de réponse parce qu'effectivement, quand on est assez bête pour tenir des propos pareils, on n'a pas très envie d'être édité par la personne, donc à son âme. Voilà. Donc, ce monde en prose, c'est un livre en 3 parties, et qui est clairement pour moi, alors là, le livre d'une recherche personnelle, je cherche un homme qui jamais, etc. La première partie s'appelle Le jour même, et le jour même, c'est un texte qui a été écrit au moment de la naissance de ma fille aînée, il y a quand même 22 ans maintenant, donc c'est un très vieux poème. Naturellement, ce n'est pas un poème sûr, bon, mais c'est un poème qui est quand même secrété, je dirais, ou déclenché par quelque chose que je vis à cette époque-là, au moment, qui s'est tramé au moment de la naissance de ma fille, sans que j'en ai d'ailleurs clairement conscience. Et donc le titre de ce point de vue-là est expressif, et oui, tout ce qu'on veut, le jour même. Voilà. En même temps, ça renvoie évidemment, dans une polyvalence qui m'est chère, au jour, alors, vous savez que Blanchot a effectivement parlé, écrit ce texte sublime qui s'appelle La folie du jour, où on trouve, Derrida a trouvé 24 occurrences différentes du mot jour, ou 27 occurrences, je ne sais plus combien on a trouvé. En tout cas, bon, là, le jour même, c'est à la fois l'espace discret, c'est le rayonnement du jour, c'est le jour qu'on peut appeler ou qu'on n'appelle pas et qui est le jour même, c'est le jour qu'on voit ou qu'on ne voit pas, c'est la date, etc., etc. Le troisième texte s'appelle Hors les murs, et il se trouve que ce texte a été écrit aussi autour d'un autre événement, à l'autre extrémité, la mort de Chavez, donc c'est un texte qui date de 91, qui n'est pas un texte sur la mort de Chavez, mais qui a été manifestement écrit au moment, là encore, l'événement qui a porté en tout cas ce texte qui s'appelle Hors les murs, c'est la mort de Chavez. Et donc le troisième texte, dont je vais lire un tout petit extrait, c'est vraiment le texte de transition entre ces deux extrêmes, la naissance et la mort. Je dirais la naissance et la mort de manière, je dirais en général, pour simplifier, en l'occurrence la naissance de ma fille, en l'occurrence la mort d'Edmond Jabès, dont je n'ai pas dit c'était peut-être audible ou pas audible, que je l'ai très bien connu et ça a été un second père pour moi, donc cette mort était évidemment une mort qui était extrêmement lourde et significative. Bon. Et au milieu, donc, vient un texte qui s'appelle L'homme intérieur. C'est peut-être un peu trop audible et un peu trop visible même. Et donc, je vais lire un petit extrait de L'homme intérieur, qui est texte de transition entre la vie, entre la naissance et la mort. Ouais, une belle transition. Alors, ce texte, un texte qu'on dira poétique, se compose de très courts haïkus pour aller vite. Je déteste ça, je n'aime pas. Le haïku est un mode uniquement oriental, débile d'essayer de faire des haïkus français, ça n'a aucun sens. Bon. Enfin, pour simplifier la présentation, ce sont des textes très courts, un peu joueurs. Alors à chaque fois, il y a un titre, dans le livre ça se présente comme ça, il y a un titre avance en italique et puis ensuite un très court poème. Voilà. Et donc, qui probablement essaye de dire quelque chose de l'homme que je cherche. Donc, j'en lis un petit extrait, c'est pas très loin. Voilà. Avance.
Quelle surprise risquerais-je si c'est votre main qui m'ouvre les yeux? Dessin, E-I-N, dessin. Cherchez midi à 14 heures pour ainsi raccourcir l'ombre de mon portrait. Filière. Dois-je prendre sur moi pour me conduire comme si c'était écrit? Adresse. J'accuse le poids du monde tout comme je pèse mes mots. Je. Alors, J-E avec un U entre parenthèses. Hein. Je, J-E, je ou je. Suis-je le premier venu pour ne parler qu'à la première personne? Photo. Multiplier les causes, développer le négatif, éviter de passer pour l'ombre de moi-même. Franchise. Ailleurs, au-delà, comment louer l'endroit où j'achète une conduite. Juif, avec une apostrophe entre le J et le UIF, J apostrophe UF. Juif. Connais-je l'âge du verlan pour savoir si je fuis ou si je suis? Je lis encore le 2. Pendule. Remonterai-je ma parole pour être en phase avec leur dite? Nuage. Blanchir un mot de ma langue pour mieux dépeindre le bleu du ciel. Essence. Pour m'y frotter sans m'y piquer, dois-je effleurer la rose? Promesse. Tenue, comme toute parole lorsqu'elle ne tient qu'à un accent de l'âme. Inspiration. Sais-je qui me souffle lorsque j'ai vent de ce qui me tombe du ciel? Visage. Faire face pour fondre dans ses lignes celui qui me regarde. Trace. Danger de se revoir dans l'angle mort du je. DC, qui est les initiales DC. Pour en finir, n'ai-je que mes initiales, sans rien céder, je retourne l'épreuve. Voilà, donc, bon, il y a des passages, il y a, je dirais que, peut-être que je peux lire 3 mots de la 4e de couverture pour essayer de dire un petit peu ce qui me guide dans ce livre, l'avant-dernier mais ancien en même temps. Ouvrir le livre, habiller le silence, ici et là, s'habituer au vent qui passe, articuler les mots et raccourcir les phrases pour mieux se concentrer sur l'essentiel, les yeux de l'enfance, l'ombre portée, le peu de nom des choses. Tenir parole, nourrir la prose du monde, poursuivre le jour même, poursuivre comme je suis. Voilà, donc, bon, il faudrait le mettre en résonance avec ce que j'essaye de faire, une réflexion sur l'acte poétique, et sur la façon dont finalement, dans l'acte poétique tel que je le conçois, tel que je le pratique, il y a certainement à la fois la tentation, la tentative d'assumer et d'assurer une posture de poète, probablement qu'on aura l'occasion de redire un petit peu ce que ça peut être, une posture d'écoute quand même essentiellement, qui touche aussi à la langue, bien sûr, et puis un poète qui écrit autre chose que de la poésie. Alors c'était le cas de Jabez, vous l'avez entendu tout à l'heure, même si j'ai lu un poème, vous ne l'avez pas entendu, mais comme si, en fait, écrire de la poésie ne pouvait se faire d'une certaine façon que entre les lignes, entre les mots et dans la respiration de la langue, je dirais comme ça, de manière un petit peu rapide. Et puis, pour finir ce que j'avais prévu de faire, comme ça nous laissera ensuite du temps pour discuter, je voudrais parler peut-être un tout petit peu plus longuement du livre de poésie que je viens de sortir, je me sens plus proche évidemment, puisqu'il est sorti là il y a quelques semaines à peine, qui s'appelle
parole à l'autre que je suis. J'aime bien cette formule, que j'utilise depuis très longtemps. Donner la parole à l'autre que je suis. Derrida a joué pas mal aussi là-dessus, je ne suis pas le seul à l'avoir fait, je ne sais pas qui l'a fait en premier, probablement Mathusalem. Hein. Mais en tout cas, cette formule, l'autre que je suis, je la trouve intéressante. Ce n'est pas un jeu de mots gratuit. Même si, quand on dit cela, qui rigole, le jeu est un autre dans un mot, complètement, on pourrait trouver évidemment 1000 autres occurrences, mais quand on dit ça, ce qui me plaît dans cette formulation, l'autre que je suis, c'est que précisément, il ne faut pas entendre cet autre que je suis comme un échange d'identité. Bien entendu qu'il y a du sujet, bien entendu qu'il y a du jeu, et bien entendu qu'avant d'être un autre, le jeu est d'abord un jeu et un sujet. Et ça, je crois qu'on ne peut pas faire l'économie du jeu qu'on est. Voilà. Mais ce qui me semble intéressant dans cette recherche de l'autre que je suis, c'est qu'elle n'aboutit pas, en quelque sorte, à... Il n'y a pas de changement du sujet, ou il n'y a pas d'altérité du sujet qui deviendrait un autre sujet, même si j'aime bien la formule aussi. Autrement dit, ce n'est pas un wo es war soll ich werden, c'est quelque chose qui se traduit dans l'écriture de manière beaucoup plus éclatée et fragmentaire, et je crois que l'autre que je suis, il prend la parole de temps à autre dans l'écriture. Je ne crois pas qu'il soit destiné à m'habiter en permanence, et après tout, Didier Cahen, 64 ans, j'en ai peur, après quelques livres, quelques aventures, quelques expériences et quelques confrontations avec cet autre qui m'habite furieusement et que je rencontre de temps en temps, je ne suis pas sûr que le Didier Cahen au quotidien soit plus supportable à vivre pour ma digne famille, soit plus fréquentable pour ses amis, soit etc. J'espère, comme chacun, m'améliorer un peu et à 64 ans d'être un peu moins mauvais, pour ne pas dire meilleur que je n'étais avant, mais j'aimerais être sûr que l'aventure littéraire et que tout ce que j'ai pu tracer dedans a pu avoir un quelconque impact sur le sujet identitaire d'Didier Cahen, je ne suis pas tout à fait sûr de cela. Voilà. En revanche, ce que j'espère, c'est qu'il y ait une avancée dans l'écriture et que ce que j'écris maintenant, dont je dirai quelques extraits tout à l'heure, n'est pas la même chose que ce que vous avez entendu, ce que j'ai pu écrire il y a 20 ans, malgré tout, me permet de retrouver quelque chose de mon propre univers. Hein, voilà. Univers que je n'habite pas en permanence. C'est une idée qui m'est très chère de dire qu'à l'heure actuelle, on n'est jamais poète 24 heures sur 24. Et ça, je crois pouvoir le dire de tous les poètes, j'en connais pas mal, évidemment, hein, et des merveilleux et des grands. J'ai eu l'honneur et la chance, vous l'avez dit, de bien connaître Jabès, André Dubouché, je l'ai bien connu aussi. Eux, probablement, étaient un peu les exceptions qui confirment la grecque, mais je crois qu'on est poète d'abord dans un rapport à la langue, et ce rapport à notre langue n'est pas spontané, il vient dans une parole. Et je dirais qu'on arrive à retrouver notre propre univers et à être dans cette posture de poète qu'à de rares moments qui, pour moi, sont souvent dictés par la lecture d'autres poètes. Hein. Je crois que c'est pour moi essentiel. Alors, c'est peut-être pas du tout clair ce que je dis ici. On peut continuer comme ça quand même, mais bon. Les 7 livres, voilà, c'est un livre qui se compose de 7 livres très différents dans la forme, vous l'entendrez tout à l'heure. Je pense que les forces qu'il habite sont très différentes. Au centre de ce livre, même si je ne lirai pas un morceau qui essaye de l'éduquer, il y a un chien dont la présence m'a beaucoup surpris. Alors je ne dirais pas la famille et les amis, enfin ma famille, mais ma femme, mes enfants, etc., ils ont été encore bien plus surpris. Enfin, vous allez comprendre, vous allez voir que ce n'est pas incohérent ce que je dis. Ça doit être mon côté très juif, compris à un moment qui était juif, je l'ai vaguement laissé entendre, car mon nom ne suffirait pas à le dire. Un juif très, très transitionnel vers les bords extrêmes du judaïsme et du non-judaïsme. Et en fait, ça doit être très juif, mais enfin j'ai un rapport un peu compliqué avec les animaux. Donc, c'est pas une passion pour les chiens. J'aime bien les chiens quand ils sont en image, quoi. Il y a
reviennent tout le temps, dont on aimerait bien se débarrasser, et malheureusement, c'est pas rien, le rien fait partie de ces mots obsessionnels qui arrivent comme ça, et donc quand j'écris, hop. Alors dès que je note un truc et je vois rien, je me dis non, ça y est, on laisse tomber, j'ai envie de tout foutre. Et puis, on ne peut pas non plus régler ses comptes, leurs comptes à ces mots obsessionnels comme ça. Et c'était il y a 4-5 ans, pour mon grand bonheur, tout d'un coup, j'étais en vacances, donc j'écris beaucoup de la poésie, plus facilement qu'à Paris, qu'à Versailles, et je me suis dit, mais rien, chien. Et le rien s'est transformé en chien. Et j'ai trouvé ça merveilleux. Et donc, le chien occupe beaucoup de place dans tout un poème, je dirai un mot tout à l'heure, et m'a débarrassé provisoirement du rien, même si pour moi, le chien, c'est moins que rien. Bon. Mais, bon, quand même, c'est un rien qui commence à s'incarner un peu sous forme d'un chien. Donc, voilà. Alors, en même temps, dans ces 7 livres, il y a un récit. Ça me semble important qu'il y ait un récit. Quand il y a un récit qui, évidemment, n'est pas entièrement tracé, mais qui est probablement dessiné, et ce récit, en tout cas, essaye de jalonner un chemin. Hein. Et là encore, il y a un chemin dont je vais essayer de vous donner quelques codes de lecture. Et je dirais que s'il y a un chemin entre les 7 livres, c'est aussi pour dire que précisément ce ne sont pas 7 chapitres d'un même livre, mais bien 7 livres différents, écrits à des époques différentes, qui correspondent à des expériences différentes. Et de ce point de vue-là, le récit essaye de trouver ou de montrer, ou d'imaginer, d'inventer les transitions entre les époques, entre les expériences et donc entre les livres. Donc c'est probablement un chemin de traverse en quelque sorte, hein, qui est à trouver. Alors si je donne les principaux jalons, donc voilà, je vais prendre les 7 livres avec leurs titres et donner quelques jalons. Ensuite, pour finir, je vous dirai un extrait, c'est promis, je me tais après ça. Le premier livre s'appelle Frayeur, et le titre est bien à entendre effectivement à la fois comme un frayage, donc l'ouverture du chemin, c'est les débuts du chemin, mais comme lié aussi à une peur, probablement d'ailleurs que quand on ouvre un chemin, on lance une expérience, ou une inexpérience, j'essaie de privilégier l'inexpérience pour dire aussi que l'expérience de la littérature est toujours une expérience où on part de rien, malgré tout, et où on doit tout remettre en jeu. Hein, voilà. Et donc, frayeur, c'est à la fois l'ouverture du chemin et une certaine peur. Le deuxième livre s'appelle Empreinte. Alors, c'est un peu compliqué parce qu'en vérité, ce deuxième livre, je l'avais publié une première fois, c'était un livre d'artiste, avec celui-là d'ailleurs, non, avec un artiste que je connais peu, qui est l'éditeur, j'avais fait un outil d'artiste avec un peintre qui s'appelle Claude Garache, il y a des extraits de livres qui sont pris là-dedans. Et dans sa première version, le texte s'appelait Bien-être. Comment bien-être ou ne pas, en vérité c'est probablement mal-être, c'est le texte où on trouve le chien. Le rebond du chien est assuré dans bien-être, mal-être, probablement une vie de chien en vérité, hein, que j'essaye de décrire. Et probablement pour les besoins de la cause, mais je crois que ce n'est pas non plus artificiel, pour jalonner le deuxième livre et donc la deuxième étape du parcours, dans les 7 livres, ça s'appelle Empreinte. E-I-N-T-S. Hein. Bon, voilà. Et comme l'a fait remarquer d'ailleurs un de mes amis qui a écrit sur mes livres, qui est un bon essayiste, un jeune essayiste qui s'appelle Olivier Gouja, et qui a écrit dans un article consacré à mon livre, par une Europe, peu importe, et il a dit le chien vient tout à fait à son heure, je n'avais pas du tout pensé à ça, parce qu'il vient prendre la place de l'ange, qui a une place un peu trop envahissante dans ce livre. Je ne sais pas s'il est riquéen, probablement pas. Et donc on est passé en vérité de ce prête-nom, ou de cet objet qui vient occuper le rien, et s'occuper de rien, qui était l'ange dans Un monde en prose, le livre précédent, et qui, pour ne pas être le rien dont l'ange occupait la place, est devenu un chien. Voilà. Et il a très bien expliqué ça, ça m'a ouvert des horizons formidables. Donc, le deuxième livre décrit une vie de chien, ou un vide
s'appelle Désordre, de manière probablement à désorganiser un peu ce qui commençait à prendre forme. Alors quand on dit désordre, c'est au sens qu'on donne quand on dit ça fait désordre. Ça fait désordre. Alors il se décompose de deux textes, l'un qui s'appelle Vite dit et l'autre qui s'appelle Vite fait. Et ce sont des extraits de lecture d'un autre poète et ami qui s'appelle François Ranoux. Et c'est un texte que j'ai écrit en réponse à un de ses livres. Et ces deux textes qui ne font qu'un livre sont les plus désarticulés du livre. Et d'une certaine manière, je crois que cette désarticulation fait sens ou fait transition vers l'autre vie qui m'occupe dans le livre, vers l'autre vie que je cherche, vers l'autre vie que j'habite sans habiter. Donc, là où le chemin s'est ouvert, là où on a commencé, chien étant, à marquer quelques traces sur le chemin, eh bien, Désordre vient ouvrir à autre chose et vient ouvrir une scène probablement transitoire. Et d'ailleurs, ce désordre a fait des petits, puisque j'ai la chance, oui, parce que c'est vraiment une chance, c'est un homme formidable, d'être lié avec le peintre que vous connaissez probablement, Gérard Garouste, et qui m'a proposé, qui m'a énormément touché et honoré de faire un livre qui accompagne certaines de ses œuvres. Et donc, j'ai rebondi sur des textes de désordre pour partir. Ensuite, je suis parti ailleurs dans son œuvre, mais en tout cas, c'est à partir de Désordre que j'ai trouvé l'autre ordre pour accompagner la peinture de Garouste. Je ne sais pas si vous la connaissez, sûrement pour certains. Voilà, qui est une peinture qui fait vraiment désordre de beaucoup de points de vue, mais qui a un autre secret qui est quand même extraordinairement marqué et étonnant. Pour situer Garouste, qui a une histoire tout à fait extraordinaire quand même, en deux mots, ce peintre donc, est un peintre éminemment classique et en même temps dans la figuration, dans une figuration qui peut rappeler Velázquez, qui peut rappeler des grands classiques, mais en même temps une figuration qui par ailleurs avec un sens de la couleur merveilleux, mais toujours avec des récits. Et Garouste, qui a vers 77 ans, est né dans un milieu terrible, puisque le père de Garouste était un antisémite fou, forcené, donc qui non seulement a pillé les Juifs pendant la guerre, et s'est constitué une fortune considérable en pillant des Juifs pendant la guerre, mais a eu un antisémitisme militant pendant la guerre. Et Garouste, le peintre, s'est construit contre son père. Il a écrit un livre d'ailleurs là-dessus, je ne suis pas en train de révéler des secrets d'État. Et il a écrit un livre tout à fait extraordinaire qui s'appelle L'Intranquille. Et donc, il a poursuivi un chemin dans le judaïsme. Et donc, je pense qu'il est converti au judaïsme. Je n'ai jamais osé lui poser la question. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans l'étude talmudique. La femme, Elisabeth Garouste, sa femme, elle est juive, et qui est dans l'étude talmudique jour et nuit. Enfin, vraiment. Donc, c'est une histoire assez extraordinaire. Fils d'un antisémite forcené. C'est pas extraordinaire en même temps, on peut comprendre. Il y a une logique en même temps absolue, mais en même temps, bon, voilà, ça fait désordre. Voilà, ça fait désordre. Voilà. Bon, peu importe. Le quatrième livre des 7 livres s'appelle Vie parallèle, et ce sont des textes qui pourraient rappeler très court un peu ce que j'ai lu dans Un monde en prose. Probablement que ce sont moins des vies parallèles que des vies mises en perspective. Et ça touche un peu à toutes mes vies. Ma vie quotidienne, ma vie de prof, pas dit, mais non, attendez, ma vie professionnelle, je suis aussi professeur, je suis prof d'économie, prépa HEC, donc ça fait partie de mes réalités. Et j'essaye de suivre ces vies à travers un certain nombre de clichés. Donc ce sont des clichés, un ou deux quand même pour donner une toute petite idée de ce que sont ces clichés, dans tous les sens du terme, avec la rapidité que le cliché peut avoir, et puis ça fait un peu cliché. J'en dis je ne sais pas quoi, 2 ou 3. Tu crois c'est pour te souvenir de laisser un peu de place pour la discussion, parce qu'il est déjà 8 heures. Donc non, et tu as tout à fait raison de me rappeler alors. Le livre d'après s'appelle Capharnaüm, et c'est un livre qui a encore une texture tout à fait différente, qui touche au judaïsme. Je sais que quelque part, la source était sur les bords du lac de Tibériade, et ce choc que j'ai eu, parce que c'est extraordinaire. J'espère que
si vous n'êtes jamais allé au bord du lac de Tibériade, allez-y. Hein, et à Capharnaüm en particulier. Capharnaüm, c'est évidemment une ville au bord du lac. C'est rien du tout, pas une ville, il y a un truc au bord du lac de Tibériade. Voilà. Bon, le texte suivant, qui doit être le sixième, s'appelle. Alors, Capharnaüm, c'est celui dont je vais peut-être lire un tout petit extrait quasiment pour terminer. On peut faire ça ou ça va? Non, ça fait. Non, parce qu'il est 8 heures. Ah non, il est 7. Non. C'est pas vrai. Bon, alors je lis très vite. Il est 8h20. Ah non, c'est pas possible. Je suis bon. Alors je lis un tout petit extrait de Capharnaüm, mais vraiment très 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 rapide. Un coin de ciel bleu, une phrase souveraine, une lettre tracée dans la poussière. Un effort quotidien, un peu de moi, de toi, un même désordre de terre, de chair, clair appétit, un mur fissuré d'étrangeté, un peu de cette lumière, quelque chose passe, l'air manque, le vent en compagnie du verbe, l'arbre et la lettre, l'arbre et la terre, la lettre, une pure misère, qu'on le veuille ou non, un alphabet de vers. Un vrai secret de très ancienne présence, le verbe on n'en a pas idée, un feu de paille, et le poème qui accompagne sa façon d'être, ou pas. Ces murs avec leur voix, un petit mot écrit avec ses lettres, un jeu d'enfant nourri avec le temps, des notes venues de la main gauche, sa langue qu'on aime refroidie par la lettre, langue étendue, langue de petite vertu. La grâce, on s'en défend à peine. Et un texte, un coup de feu, point d'interrogation, une énigme qu'il faudra bien écrire ou conserver. On examine la tradition, langue vierge ou bien choisir la poésie, les strates non humaines de la langue, bruit sec, comme un déclic au sein de la parole, silence, retiré d'eux, soustrait, une arme de nuit, ceci glisse sous la peau, s'incruste. Cette larme de sang, j'ai respiré avec. Voilà, tout petit extrait. Alors, le sixième et avant-dernier livre, Rechute. Pourquoi rechute? Parce que, après ce semblant de vie, il y a une rechute, et pour dire, en vérité, le texte s'appelle Rechute parce qu'il est écrit un peu à la suite, justement, du monde et de mon exercice transpoétique. Il est écrit avec des chutes de lecture, autrement dit, pratiquement uniquement avec des chutes que j'ai honteusement volées à d'autres poètes. Il y en a pas mal, presque tous ont reçu le livre, il n'y en a pas un qui m'ait dit, qui se soit plaint, ou qui m'ait dit, mais attends, ça c'est moi, j'ai reconnu, etc. Donc c'est assez dissimulé, donc c'est une rechute. Et puis alors, il est beaucoup plus classique dans la forme, beaucoup plus classique, c'est un poème, pour vous montrer la forme, un seul poème, par exemple celui-là, pluriel. Je me cherchais des nombres, visage à forme de vent éteint, pour faire basculer l'absence. Vous voyez une forme plus classique. Il y a du bonne foi là-dedans, etc. Et le dernier livre s'appelle Mal parti, le septième, bon, très fragmenté, et qui tourne autour de quelque chose qui est ce que j'aime vraiment pas dans mon livre, mais qui dit bien les choses, donc tant pis, je le dis et je l'ai laissé, qui termine d'un vers, etc., qui termine je sais pas quoi, etc., pour enterrer mes morts, et enterrer, c'est écrit E-N-T-A-I-R-E-R, c'est un peu lointain, je vous le conseille tout à fait, mais bon, ça dit bien ce que ça dit, donc j'ai beaucoup hésité à laisser dans le livre, parce que je me suis dit, on dirait presque l'Almanach Vermeau, et puis, comme ça disait quelque chose, que c'était à la fin, je me suis dit, peut-être que le lecteur sera dit avant que c'était un peu moins Almanach Vermeau, donc à la fin, on peut se permettre de laisser ça. Et c'est vraiment ce mal parti autour d'enterrer mes morts. C'est vrai que ça dit quelque chose comme ça. Voilà, je suis confus et désolé parce que je vous ai coupé la parole, ce qui est très mal, et je ne me suis pas rendu compte, donc je m'arrête après un bazardage sans fin. Je me mets à votre place, moi quand je suis dans une situation pareille, et qu'en plus c'est difficile de partir parce que l'on est en comité intime, je me dis quelle galère. Ça m'est arrivé il y a 15 jours, quelle galère. Quand on ne nous raconte pas ce qui t'arrive. Bon, écoute, je te remercie
réflexion, mais de commenter. Donc je ne vais pas du tout te relancer sur ce que tu nous as présenté. J'ai plutôt envie de revenir au texte que vous avez. Peut-être, je ne sais pas, parce que pour le coup, il aurait peut-être fallu qu'on ait un peu plus de temps devant nous, parce que c'est pas bien peut-être que tu nous as envoyé, je ne sais pas. Là, je ne veux pas du tout, je prends la parole en premier, mais je ne veux pas interdire les questions. J'ai plutôt envie, ce serait une manière beaucoup plus oblique de revenir quand même aussi au texte que tu nous as envoyé. Quand tu as présenté Transpoésie, tu as évoqué un rapport transgressif de la poésie à elle-même. Tu as dit, au fond, prendre comme ça 3 vers d'un recueil, 3 vers d'un autre, 3 vers d'un troisième, pour composer un nouveau poème, c'est, je répète un terme, c'est introduire un rapport transgressif à la poésie. Alors c'est drôle parce que j'avais préparé un petit commentaire de ce que tu fais là, et j'avais parlé de quelque chose d'iconoclaste. Je reste, je pense, pas du tout employer le terme transgressif, qui pour moi connote complètement le discours de la modernité, et ce serait sûrement une des questions que j'aurais pu poser sur le texte que tu nous as envoyé, c'est-à-dire j'ai noté que tu te définissais, j'ai envie de dire encore, parce que c'est certainement ce qui, depuis 30 ans, enfin en 30 ans, une des choses qui peut-être nous sépare, c'est que moi je ne pourrais plus me dire moderne, alors pas du tout. Et ça va même très loin, je ne suis pas sûre de l'historicité de ce qui nous a permis à un moment donné, avec tellement de conviction, d'espoir, d'enthousiasme, de parler de notre modernité. Il y a beaucoup de gens qui ont parlé de notre modernité, Foucault, Derrida, etc. Alors je reviens à un rapport transgressif. L'adjectif qualificatif transgressif est pour moi typique du lexique de la modernité. Moi j'avais dit iconoclaste. Et alors, iconoclaste, en fait, plutôt par rapport à la définition typiquement de la modernité de la poésie. Si je pensais à Blanchot, par exemple, ou si je pensais peut-être à Jaurès aussi, j'en sais rien, je ne connais pas assez Jaurès pour le dire, Cézanne, je ne sais pas. Donc là, je cite les poèmes que tu as donnés comme les poètes qui sont importants pour toi. Il me semble que faire des poèmes de transpoésie me paraît effectivement peut-être transgressif, je ne sais pas si ce serait le bon terme, mais en tout cas iconoclaste par rapport à une certaine idée qu'on va dire quand même sacralisée de la littérature. Par contre, ça m'a fait penser plutôt à la gerbe. J'avais cette image de la gerbe de fleurs, du florilège, je pensais à ça parce que, si tu veux, nous sommes beaucoup ici à être des 17e-istes, 16e-istes, et bon, même aller sans aller jusque-là. Disons que, pour moi, c'est pas du tout transgressif, parce qu'il y a une pratique de la poésie très ancienne, qui est une pratique parfaitement ludique, qui est au contraire. Je me disais iconoclaste par rapport à quoi? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très artificiel dans ce travail de transpoésie. Quand je dis artificiel, c'est donc en l'opposant complètement à un certain absolu littéraire, pour reprendre le titre de La Coulabarque de Nancy. Et j'ai remarqué que dans le texte que tu nous as envoyé, il y a un moment donné, tu situes bien la poésie moderne par thèse avec la poésie comme technique ou comme art au sens artisan du terme. Alors que pourtant, transpoésie, il y a bien quelque chose de l'ordre de presque une sorte d'artisanat. En tout cas, c'est comme si il y
il y avait une sorte de légèreté qui me paraissait plutôt renouée avec d'anciennes façons de faire de la poésie. Et voilà. Enfin, j'ai envie de te relancer donc sur ce qui, moi, m'est apparu comme une sorte de contradiction que j'aime, enfin, qui n'est pas du tout parler de contradiction, c'est pas quand on dit à quelqu'un qu'il y a une contradiction, c'est pas pour le piéger. Le sommet de rendre compte et de résoudre cette contradiction, évidemment pas du tout. J'ai envie d'entendre parler davantage de cette contradiction. Enfin, ça me paraît très contradictoire quand même avec ce fait que tu te rattaches si fortement, toujours, même si tu as dit quand même tout à l'heure, tu as dit c'est le blanc j'en ai, enfin, ras-le-bol du blanc quand même, bon, ras-le-bol du blanc. Alors effectivement, il n'y a pas dans ton texte poésie, le chapitre à livre ouvert, il n'est pas question du blanc, mais il est question de la phrase d'Adamo, donc de l'impossibilité de la poésie après Auschwitz. Donc tu places la poésie sous un signe très de négation, voilà, de négation, le rien, ça, le rien revient tellement. Mais écoute, il y a une telle richesse dans tout ce que tu dis que j'aurais bien du mal à réagir de manière, je dirais, non pas exhaustive, mais même en faisant honneur à la question qui dit beaucoup de choses. Alors non, ce que je peux dire d'abord, c'est que je suis entièrement d'accord avec toi sur le mot iconoclaste qui convient beaucoup mieux que le mot transgressif que j'ai employé de manière totalement irréfléchie. Ça a probablement quelque chose justement aussi de ce qui m'a dit. Pour revenir à ce que tu as dit et qui est 1000 fois plus intéressant, dans la forme même, effectivement, moi je trouve que ce que tu disais de la gerbe, du florilège, c'est exactement ce que je souhaite faire. Je suis très, très heureux que tu me le dises et que tu l'entendes comme ça, parce qu'après tout, il s'agit de faire toucher du doigt ou effleurer à peine quelque chose qui doit donner ensuite envie au lecteur d'aller y voir de plus près par lui-même. C'est pas à la place de, et de ce point de vue-là, l'idée du florilège, c'est quand même un peu celle-là, j'imagine. Et donc, alors que je le fasse en prenant des moyens qui sont un peu iconoclastes, puisque, après tout, comment dire, cette iconoclaste, elle est prélevée déjà un fragment dans un texte. Et c'est aussi très iconoclaste d'aller le mettre en relation avec d'autres fragments qui viennent d'un tout autre espace. Donc, de ce point de vue-là, moi, je suis complètement d'accord avec toi. Alors, si on essaie, pour répondre vite, de raccrocher ça à la grande question qui est évidemment centrale dans ton intervention, rapport à la modernité, est-ce que le geste iconoclaste ici est un geste moderne ou pas moderne? Bon, d'abord, qu'on ait un regard autre que téléologique, je dirais, sur l'histoire de la poésie, j'en suis entièrement d'accord, et donc je ne crois pas qu'on puisse facilement se satisfaire effectivement de classicisme, modernité, postmodernité, je l'évoquais tout à l'heure. Je crois que ces catégories ne veulent pas dire grand-chose. Mais si, malgré tout, il y a quelque chose dans la modernité qui m'intéresse ou qui m'inspire, c'est probablement dans, le refus d'un lyrisme immédiat. J'ai tort, peut-être d'ailleurs, de considérer que la modernité, en tout cas, pas mal fait pour, je dirais, resituer à sa juste place un lyrisme de l'épanchement, donc toute une poésie qui était la poésie qui a un peu envahi quand même la première moitié du XXe siècle, en France, je dirais. Pas uniquement, il y a eu des descendants de Mallarmé aussi, mais enfin bon. Et puis, d'autre part, si je revendique quand même une part de la modernité, c'est précisément dans la possibilité qu'elle a ouverte, me semble-t-il, d'articuler des discours extrêmement hétérogènes les uns aux autres, et de les articuler de manière intelligente. Voilà. Mais je ne sais pas si ça suffit pour revendiquer cette modernité. Hein. Mais refus d'un lyrisme de l'expansion du moi d'un côté, et affirmation de cette hétérogénéité, de cette possibilité
Oui, moi je trouvais aussi en vous écoutant qu'il y avait, semble-t-il, un rapport entre votre propre pratique d'écrivain, de poète, c'est-à-dire le caractère éclaté ou fragmenté des textes que vous écrivez, et ce que vous faites subir aux poèmes des autres, puisque vous en prélevez des vers, et puis finalement vous opérez un geste qui est peut-être de l'ordre un peu du montage. Alors, à ce propos, vous avez utilisé deux types de... À propos de ce montage, enfin, et donc du geste de l'établissement de la transition dont vous parlez, vous avez utilisé deux types de lexique, parce que vous avez parlé à un moment de passage imaginaire. Alors ça, je suppose que c'est ce que vous opérez et ce que le lecteur doit recevoir, puisque c'est destiné au lecteur aussi. Et puis, vous avez aussi parlé de résonance, ce qui renvoie à autre chose. Et alors, ma question est celle-là, c'est-à-dire comment est-ce que, puisque vous dites, ce à quoi évidemment on peut accorder tout à fait critique, que finalement c'est la question de la voix qui est essentielle en matière de poésie, est-ce que la voix d'un poète a le temps de se poser sur un vers, ou est-ce que le court-circuit que vous lui faites subir, enfin que lui fait subir le geste du prélèvement et du montage, enfin, effectue quelque chose sur cette voix qui peut-être la modifie? Enfin, c'est une question. Et d'autre part, bon, puis la voix c'est donc autre chose que le passage imaginaire de toute façon. Et ma deuxième question, ce serait, est-ce que vous avez-vous le sentiment, alors elle est délibérément subjective, enfin elle porte délibérément sur la subjectivité, avez-vous le sentiment que cette résonance ou ce passage imaginaire vous traverse en tant que sujet, qu'il cherche un lecteur qui puisse aussi être traversé par lui? Comment est-ce que c'est quelque chose qui se pense en vous? Enfin, le prélèvement, le choix, l'association et la transition. Comment est-ce que tout ça est destiné finalement à... Est-ce qu'il y a quelque chose de transsubjectif en fait, voilà, que vous puissiez... Je comprends très bien, vos questions sont non seulement très claires mais très très légitimes. Alors, pour la répondre à la première question, la voix qui se pose sur un vers, je suis entièrement d'accord avec vous, c'est pas possible quasiment, ou en tout cas rarissime. Il y a donc une violence extrême de ce point de vue-là. Je pense d'ailleurs que c'est aussi cette violence-là que un certain nombre de poèmes n'aiment pas. La chronique, elle est bien reçue, elle est mal reçue, etc. Plutôt bien en général. Bon. Donc, si j'espère faire découvrir un poète, c'est que j'espère que, ça fait découvrir un peu de poésie à travers le poème que j'ai fait, et deuxièmement, ensuite, ça se veut très informatif, la petite présentation que je fais, mais vraiment hyper informatif, hein, et l'idée que j'ai, c'est que le lecteur quelques personnes auront envie d'aller prendre le livre, etc. Donc, pour résumer ma réponse à votre première question, violence extrême, et effectivement, on n'entend pas la voix, on entend la mienne, peut-être, un peu. Hein, on entend un peu la mienne, peut-être. Voilà. Alors, ça me permet de répondre à la deuxième question. Effectivement, peut-être que je ne retiendrai pas le mot de montage. Moi, quand vous disiez au départ, c'est vous qui faites le montage, j'aime pas le mot de montage, parce que le mot de montage laisse entendre une opération technique, avec un côté un petit peu artificiel, avec presque du découpage, avec un peu... Je disais tout à l'heure que Kazabrewski, bon, on s'est bien mis d'accord pour dire que c'était pas ça, mais enfin, bon, et moi, là où j'interviens, pardon pour ce moment, c'est quand même dans la résonance du sujet que je suis que quelque chose me parle, qu'un autre livre va me parler, qu'un autre texte va me parler, et que je vais trouver une résonance entre les deux. Et à partir de là, j'espère qu'il y aura, vous savez, je crois beaucoup à la poésie comme malgré tout forme de communication ou de transmission entre des altérités. Et j'espère qu'il y a des altérités qui pourront se retrouver ou se toucher à travers le poème. Si le poème peut servir à quelque chose là-dedans, c'est à mettre en contact des altérités. Peut-être un peu trop la mienne par rapport à ceux des poètes que je ne pille pas, puisque j'indique les références et qu'elles sont données. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu complètement à vos deux questions. Mais bon. Moi, je trouve ça surprenant que vous refusiez le mot de montage. En fait, il y a un blog qui s'appelle Blowout, qui est tenu par un réalisateur et monteur. C'est tenu par Arte. Donc c'est la chaîne Arte qui finance ça. Et ça consiste uniquement à mettre des films. Par exemple, un exemple, ce serait
un accident d'avion qui est reconstruit à partir d'images tirées de 12 films différents, mises bout à bout. Et moi j'avais vraiment le sentiment que ça pourrait s'appeler Transfilm, ce blog, et qu'il y avait quelque chose de commun, que ce soit dans le 6e livre de votre dernier ouvrage, ou dans les transpoésies. Et je me demandais si la solution par rapport au problème qu'a posé Ceylan, etc., elle résidait pas justement du côté du montage, c'est-à-dire du côté d'un retrait du jeu qui consiste plus à être dans la création, mais dans le réagencement, donc changer l'ordre des phrases que revendique l'histoire. C'est un passage du texte que vous nous avez fait parvenir. Devenir non plus poète au sens de créateur, mais monteur au sens de réagenceur, en fait. Est-ce que c'est pas une possibilité qu'ouvre Ceylan, finalement, et la crise de la modernité? Oui, pour préciser ma réponse au montage, et c'est très bien à partir de très bon exemple que vous prenez pour dire les choses simplement. Je pense quand même que quand on reconstitue un accident d'avion en prenant, etc., il y a quand même quelque chose qui est de l'ordre justement du télos. Enfin, on vise et on veut reconstituer un accident d'avion, donc on choisit ensuite les pièces, on fait un montage en fonction d'eux, avec malgré tout une visée, avec un objectif, en choisissant en fonction d'eux. Alors que ce que j'essaie de faire, c'est une démarche qui serait presque une démarche inverse. Il n'y a aucune visée particulière en dehors de faire un poème qui puisse parler à quelqu'un, et si possible parler à un grand nombre, c'est pas à quelqu'un, à un grand nombre, et au plus grand nombre même, parce que c'est un souci que j'ai en permanence, le souci du lectorat du monde précisément. Et donc, je pense que s'il y a quelque chose qui, au départ, commande en quelque sorte, sera effectivement un montage, c'est dans ma propre subjectivité, dans le choix que j'assume, je dirais dans la manière dont j'entends les choses. Moi, j'entends en lisant, je laisse travailler en moi, j'entends les choses et elles résonnent avec d'autres choses. Donc il n'y a pas l'idée d'un montage sur des pièces qui s'ajusteraient, comme dans un puzzle où on ajusterait des choses qui sont faites pour aller ensemble. Et je dirais que ce qui est merveilleux pour moi, c'est quand les pièces ne sont pas faites pour aller ensemble, mais qu'elles résonnent assez en moi, et ensuite à moi de veiller à ce que, si ça résonne en moi, ça puisse résonner pour d'autres, pour en faire quelque chose qui sera, je dirais, assez formé pour que l'objet soit quand même, poème soit quand même constitué. Hein. Donc, je dirais que la démarche a quelque... Alors, ceci étant dit, là, il y a quelque chose qui est de l'ordre du montage, parce qu'il y a quand même un tas de contraintes techniques, au départ, par exemple, à chaque fois, je prends 3 vers, hein. C'est quand même une sacrée contrainte, hein, par exemple, et on pourrait en aligner pas mal d'autres. Hein. Et de ce point de vue-là, on est dans l'ordre plus techniciste du montage, etc. J'ai été très sensible à votre texte, que j'ai beaucoup aimé. La question que je me pose tout de même en vous lisant, c'est celle de l'injonction, j'allais dire presque du manifeste, du programme. Il y a des moments où vous revendiquez très nettement un statut de la poésie. Et dans cette revendication, je cite par exemple, là où ça m'a paru très net, nous réfutons l'option ou la tendance qui valorise l'expérience poétique de la langue, qui se traduit trop souvent par l'expérimentation sur la langue. Nous insistons pour revendiquer l'expérience poétique du réel, qui cherche à dire ce qu'il faut dire avec la langue. C'est un moment d'ailleurs décisif, non, même si c'est dans une note, c'est page 6. Ou à un autre moment, vous dites nous n'avons pas à nous réfugier dans l'abstraction de la spéculation, ni dans la sécurité apprivoisée de la reconnaissance. Autrement dit, il faut savoir laisser aux autres leurs compétences. Bon. À cela, du reste, je souscris pleinement, de plein pied avec ce type de revendication. Mais
comment faire le partage entre ce qui répond à cette revendication dans la poésie moderne, ou dans la poésie tout court, et ce qui n'en relève pas. Et c'est quelque chose de très troublant que vous soyez le lecteur d'après Chélan ou d'après Javès, et que vous revendiquiez ainsi une sorte de type de poésie excluant. Mais écoutez, la remarque est non seulement forte, mais elle est troublante pour moi parce qu'elle touche très juste, je dirais, et de ce point de vue-là, comment répondre? Bon, il y a un nous. Il y a un nous, donc, qui effectivement veut dire que j'ai, là, on peut le faire dans un texte, je ne voudrais pas le faire en prenant la parole comme ça, mais une espèce d'audace de parler pour quelque chose comme une communauté de poètes, si on peut assumer de parler pour une communauté de poètes. Probablement que le souci que j'ai à ce moment-là, quand j'écris ce texte, c'est ne pas être celui que je ne suis pas, c'est-à-dire un théoricien ou un philosophe, mais de parler en tant que poète. C'est la seule chose que je puisse un peu autoriser, je dis un peu, hein, parce que bon, c'est pas facile quand on dit ces choses-là, mais en tout cas, c'est probablement aussi une forme de protection, hein, aussi, de ne pas vouloir parler comme un théoricien, etc., mais ça, la vie m'a appris, et depuis 40 ans, je connais un peu mes petites forces, si j'en ai, mes grandes faiblesses, ça, je les connais. J'ai arrivé ici en tremblant, d'ailleurs, et en me disant, c'est peut-être pour ça, d'ailleurs, que j'ai accaparé la parole. Je vais être laminé devant des gens qui ont une culture, des connaissances, un savoir, etc., auxquels je serais incapable de faire face. Donc, j'ai fait... C'est pas notre objectif. Je le sais, mais bon, voilà. Alors, il y a quand même cette volonté de parler. Maintenant, vous pointez de manière tout à fait juste quelque chose qui est grave, je dirais même, et qui serait grave, qui est grave si j'ai tendance à dire voilà ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, quoi. Enfin, à faire la part des choses dans la poésie entre ce qu'on doit écrire et ce qu'on ne doit pas écrire. Alors, si jamais il y a quelque chose de tel, d'abord, ça veut dire que là, il y a une insigne faiblesse du texte, et je ne peux vraiment pas exclure qu'il y ait cette insigne faiblesse. Enfin, c'est pas exclure. Vous l'avez pointé, et donc il y a une faiblesse du texte que j'assume. Je ne pointe pas comme faiblesse. Moi, je l'assume comme tel. Et probablement que derrière tout ça, il y a aussi des prises de position un peu rudes, effectivement, du style je ne supporte pas les gens qui jouent au poète, ça c'est vrai. Hein. Je ne supporte pas les petites chapelles. Je n'appartiens, j'espère, à aucune, même si j'ai des préférences, qui n'est pas du tout la même chose, et j'ai des amitiés. Et c'est aussi une manière, probablement maladroite, mais de mettre un petit peu les pieds dans le plat. Alors, à partir de là, moi je peux dire qu'il y a l'espace qui est le mien où je me retrouve, dans tous les sens du terme, et puis un espace qui n'est pas le mien où je ne me retrouve pas, sans aucun jugement de valeur, évidemment. Quand depuis tout à l'heure je dis le lyrisme ou un certain lyrisme, etc., il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Il se trouve que c'est, là c'est une question bien d'idiosyncrasie, de sujet, etc., et puis c'est tout. Hein. Alors là, bon, et puis voilà, et je l'ai dit, j'espère être capable de dire que Delaveau ou Le Maire sont des gens tout à fait remarquables, que j'ai lus avec passion, même si je n'entre pas directement de pied là-dedans. Bon. Je n'ai pas répondu, hein, j'ai du mal à répondre. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce que... Bon, il y a encore quelques minutes. Alors moi, je posais en gros la même question que Gilbert, mais d'une autre manière. Après, je propose qu'on continue à discuter autour d'un pot.
texte. Autrement dit, si c'est la même question, c'est la question aussi du côté assertif de ton texte. Tu as dit l'impératif, le côté impératif. Manifeste, programme. Oui, je sais pas si je dirais manifeste, programme, parce que quand on dit, oui, injonction, juste tout simplement parce que quand on dit programme ou manifeste, on suppose que quelque chose commence au moment où on déclare. Or, ce qui me frappe énormément, c'est que ce que tu écris commence avec la phrase d'Adorno. Après Auschwitz, la poésie est impossible, impossible et impossible, tu poses la question, oui et non. Alors, c'est important pour nous parce que je ne sais pas si tu as fait attention au fait qu'on a écrit un manifeste, que Transition a un manifeste, et que même si c'est implicite, il est en partie contre la phrase d'Adorno. Il est en partie contre l'idée que... mais contre au sens où, plutôt, pas pour la discuter, plutôt... Je vais pour écarter, c'est un peu... Je ne sais pas si on peut écarter la phrase d'Adorno, c'est pas le bon terme, pour être à côté. C'est-à-dire pas pour l'écarter au sens où c'est ne pas l'ignorer, elle est présente, et on décide de faire un pas de côté. Voilà. Alors, et du coup, d'ailleurs, dans certains exergues et dans nos discussions, on a toujours beaucoup insisté sur le fait que ce n'était pas exactement un manifeste. Ça ne pouvait pas être un manifeste. Il a placé ça, enfin, il y a un de mes exergues qui a placé ça sous le signe de ce que Deleuze avait appelé un manifeste de moi. Donc voilà, un manifeste qui est un manifeste de moi. Et bref, pour revenir à ce que je lis comme un impératif qui me pose problème aussi à l'égard d'une définition de la poésie tout court. Donc là, je vais surtout lire ce que tu réponds à impossible admissible, point d'interrogation, oui et non. Oui, s'il s'agit de limiter la poésie aux seules formes culturelles du poème. Oui, 100 fois oui, lorsqu'on cantonne l'expression poétique à une mise en œuvre de règles, à l'agencement de vers pour mieux chanter le monde ou célébrer, par la grâce des images et des figures de style, des envolées de l'âme, des mesures de la terre et du ciel. Alors, bon, on entend ton ironie, donc évidemment, je ne pourrais pas dire que j'aurais envie d'inverser ton oui. C'est évident. Par contre, quand on a ce oui qui ensuite s'oppose au non, c'est-à-dire donc il y a deux parts de camps en quelque sorte, et que ces deux camps sont historiquement datés, un avant Auschwitz et un après Auschwitz, là, tout pour moi se coince d'une certaine manière, je ne peux vraiment pas être d'accord, mais c'est pas simplement un accord, si tu veux, sur l'histoire. Je sais très bien que tu vas me dire, enfin, je te fais crédit de me dire, oui, bien sûr, Ronsard est un très grand poète, c'est pas de ça qu'il s'agit. Et donc, je continue. Non, s'il en veut bien admettre qu'il y a une poésie sûrement moins poétique, mais bien plus essentielle. C'est quand même, donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une poésie moins poétique, mais plus essentielle? Et là, à ce moment-là, en creux, ce que ton opposition pour moi rate, en quelque sorte, c'est aussi bien Ronsard que de Bouillet, et c'est une continuité. Alors, je regrette beaucoup qu'un membre de transition qui, malheureusement, pour nous, vit loin aux États-Unis, à savoir François Cornillat, ne soit pas là, parce que François Cornillat, c'est entre autres grâce à lui que je me suis mise à comprendre, entendre, aimer toute la poésie. Il a écrit deux très grands livres, un livre sur les grands rhétoriqueurs et un autre très grand livre sur la poésie du XVIe siècle, pas seulement la poésie française, la poésie européenne du XVIe siècle. Et je pense que c'est un des connaisseurs exceptionnels de toute la poésie que je connaisse, et il est poète en plus de ça. Et ce n'est pas un poète faiseur de vers, hein, c'est pas, même si c'est en lisant que j'ai compris Malherbe. Jusqu'à présent, je n'avais jamais aimé Malherbe, et en lisant François Cornillat, j'ai compris Malherbe. Voilà,
C'est ça ma question et mon embarras par rapport à... Oui, tel que j'essaye de l'écrire dans le texte, en vérité, la question d'Adorno, c'est peut-on écrire de la poésie après Auschwitz? Et donc, c'est pas tant un jugement ni esthétique ni moral sur la poésie en général avant ou après Auschwitz, mais une question sur la possibilité d'écrire de la poésie après Auschwitz. Et donc, la réponse que je fais, c'est oui, pas de poésie, on n'écrit plus de poésie après Auschwitz si c'est pour continuer à écrire, et là, ça vise effectivement toujours la même, celle avec laquelle je règle mes comptes, une certaine poésie lyrique contemporaine, et absolument pas, évidemment, aucune vocation dans l'histoire de reprendre l'histoire, ça serait même dénué, ça serait grotesque, quoi, tout simplement. Et donc, c'est c'est le nom qui l'emporte, évidemment, en disant on peut continuer à écrire de la poésie après Auschwitz, de ce point de vue-là, et même, il faut trouver de nouvelles formes. On ne peut plus continuer à écrire une certaine poésie comme il a pu s'en écrire, qui pouvait être belle, pas belle, etc., des choses, etc., etc. Mais on ne peut plus, après Auschwitz, écrire la même poésie qu'avant, et on doit inventer des formes qui tiendront compte de